Salut, c'est Tania Saint-Val. Benguessé Original, c'est l'émission des Africains et des Antillais. Bonjour à tous et bienvenue dans Bengue, votre émission qui est une vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Aujourd'hui, je reçois deux Africains qui font la fierté de leur pays. En deuxième partie, nous serons à la rencontre de Imana ici, styliste, créateur, mannequin, danseur. Mais pour commencer, pour la première partie, j'ai le plaisir de vous présenter Maï Traoré, présidente de la marque Bicolored. Avant de la retrouver, voici son portrait. Maï Traoré, une jeune femme battante et très déterminée. Maï a débuté sa carrière en tant que maquilleuse professionnelle. Animée par le goût de la différence, Maï a choisi de rejoindre Bicolored, une marque de maquillage dite universelle, destinée à toutes les couleurs de peau. Originaire du Sénégal, en couple et maman d'une petite fille, à 37 ans, Maï Traoré est depuis 1 an et demi la présidente de Bicolored. Bonjour Maï Traoré. Bonjour Hortense. Bienvenue dans Bengue. Merci de m'avoir invitée. Alors vous êtes la présidente de l'entreprise ou la marque Bicolored. Les deux en fait. Les deux, on peut dire les deux. Oui, entreprise marque Bicolored. Absolument. Depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, oui. Pourquoi ce nom d'abord, Bicolored? Bicolored, c'est une volonté de dire que les femmes sont bien dans leur peau, elles assument leur couleur, quelle que soit leur couleur de peau. Et puis c'est effectivement un message d'ouverture et puis un petit jeu de mots sur la couleur puisqu'on vend du maquillage. Bicolored, c'est un thème anglais en fait, qui signifie être coloré. Être coloré, absolument. Alors moi je sais que si certaines personnes entendent être coloré, ils vont peut-être se dire mais je vais être coloré, peut-être dénaturé. Il y a déjà être coloré par la couleur du maquillage. Donc le maquillage, c'est de la couleur. Après, effectivement, toutes les couleurs de peau sont représentées. Donc c'est pour ça qu'on dit être coloré. Pour la cliente qui a la peau blanche, la peau claire, elle cherche souvent à se colorer le teint, à avoir un teint beaucoup plus chaud. Donc on trouvait qu'effectivement c'était un nom qui était universel et pouvait justement répondre au maquillage et à la personnalité. Vous êtes à la tête de l'entreprise depuis 1 an et demi. Oui, comment est né Bicolored? Alors, comment est né Bicolored? Bicolored est né il y a 5 ans. Donc, c'est une marque qui a été créée. Elle n'a pas été créée par moi. Je l'ai juste reprise. Elle a été créée par Elle a été créée par une femme antillaise que je n'ai pas connue, qui a fait appel à un fonds d'investissement pour l'aider à développer et investir dans son projet. Au terme d'une année d'implantation, elle a décidé de quitter le navire. Et moi, je suis intervenue un petit peu plus tard, 1 an après, pour aider la marque à se développer dans les réseaux de distribution classiques tels que Marionneau, Sephora, Printemps, etc. Ça se passe bien alors? Ça se passe. C'est une période difficile. Le contexte économique joue pas tellement en notre faveur en ce moment. C'est un peu compliqué, mais on se bat et effectivement, on a un bon produit, on a des clientes. Donc, tant qu'on a le produit et les clientes... Oui, ça se voit, vous êtes une femme battante. En tout cas, j'allais y arriver. J'essaie. Alors, comment ça se fait? Ça fait quand même 5 ans que Bicolored existe. Oui. Comment ça se fait qu'on ne connaisse pas beaucoup Bicolored, qu'on n'entende pas beaucoup parler? Moi, je dirais que mon analyse, c'est que la marque, en fait, a été créée. Nous l'avons implantée. Elle a été implantée au printemps au départ, avec un contrat d'exclusivité sur les grands magasins. Ensuite, chez Marionneau. Sur la parfumerie sélective. Et là, nous avons signé un contrat d'exclusivité de 18 mois qui a été, à mon sens, beaucoup trop long, et ce qui n'a pas permis à la société effectivement d'émerger sur d'autres canaux de distribution. Et c'est comme ça qu'on explique effectivement ce manque de notoriété, contrairement à nos concurrents qui sont implantés dans tous les réseaux de distribution classiques aujourd'hui, grands magasins, parfumerie sélective, et puis très bien implantés aussi à l'export pour certaines marques. Et comment comptez-vous procéder alors pour acquérir un peu plus de notoriété, c'est-à-dire pour faire connaître un peu plus la marque Bicolored? Alors moi, ma stratégie est très claire. C'est vrai qu'au départ, lorsque j'ai récupéré la marque, j'ai tenté de continuer à véhiculer la stratégie qui était déjà en place. Et au bout de 6-8 mois, on s'est rendu compte avec l'équipe que c'était
pas forcément les meilleurs canaux de distribution, les canaux tels que Sephora, Marionneau. Et on pensait que par rapport aux valeurs qu'on défend et par rapport à l'image de marque, on voulait jouer vraiment la carte de la proximité en étant beaucoup plus proche de nos consommatrices, en allant vers elles. Donc on a pensé effectivement que développer des canaux de distribution tels que les salons de coiffure, tout le monde sait que les femmes noires passent un temps fou dans les salons de coiffure. Voilà, on y passe beaucoup de temps et régulièrement, et on y retourne régulièrement. On est actuellement aussi en train de développer la vente en réunion, donc la vente directe, ce qui nous permet effectivement de toucher. Alors effectivement, on a le réseau internet, donc on a nos ventes en ligne, on a un site internet, un site marchand. D'accord. www.bicolorparis.com. D'accord, voilà. www.bicolorparis.com. Ok, voilà. d'accord. Il y a plusieurs marques qui existent déjà pour les peaux noires et métissées. On peut citer Fashion Fair, Black Up, Iman et bien d'autres. Alors, en quoi Bicolor diffère de ces autres marques? C'est vrai que nous, en termes de communication, notre communication est claire. C'est-à-dire que vous avez une femme peau claire, une femme qui a la peau métissée et une femme noire. On a le positionnement et les valeurs de l'entreprise, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu ghettoiser en donnant un nom qui, comme Black Up, c'est une très belle marque, c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà. Vous voyez, donc vous avez la fille peau claire, la fille métisse et la fille peau noire. Donc je pense que le message est clair. La consommatrice qui va aller vers notre présentoir ou qui va avoir notre communication, elle va comprendre tout de suite que c'est un produit qui peut toucher toutes les couleurs de peau. Donc c'est pas seulement pour noir et métissé, c'est universel. Vraiment, voilà. Aujourd'hui, mes concurrents, leur positionnement est quand même relativement clair. C'est quand même mat, métissé et noir. Enfin, métissé et noir. Nous, on a vraiment des teintes. On a 2 teintes pour les peaux claires. Donc on peut maquiller une femme blonde aux yeux bleus, peau très claire, à une femme noire ébène, sans souci. Voilà, donc on a vraiment une palette de couleurs pour pouvoir répondre à toutes les couleurs de peau. Voilà la première différenciation par rapport à nos concurrents. La deuxième chose, c'est le prix. C'est fondamental. Aujourd'hui, nous, on se positionne un fond de teint, le prix moyen d'un fond de teint est à peu près entre 35 et 40 euros. Oui. Nous, on se positionne notre prix à 17 euros. Donc, on est 2 fois moins cher que nos concurrents. On a aussi un positionnement semi-sélectif, donc ce qui nous permet effectivement de pouvoir s'implanter dans des parfumeries sélectives, dans les grands magasins, dans les réseaux de distribution classiques, je dirais. Et puis aussi aller sur d'autres réseaux, puisque effectivement, on joue la proximité et par la qualité, on est sur le sélectif et par le prix, on joue la proximité. Je me tourne vers Lucie Laurent. C'est ça. C'est bien ça, qui est chargée de communication et de marketing. Et de marketing. Je suis chef de gamme, exactement. Donc, je m'occupe effectivement de tout ce qui concerne les produits Bicolor en termes de marketing et de communication, tant sur le côté développement des produits, donc de créer de nouvelles références, que sur les faire vivre une fois qu'elles sont sur le point de vente. Voilà. Et de faire vivre la marque Bicolor aussi, évidemment. D'accord. Lucie a une peau très claire, elle est châtain ou brune, mais elle a une peau de blonde. Elle a une peau très très claire, effectivement, elle utilise le fond de teint numéro 1. Voilà, et ce qui lui correspond très bien, vous voyez, comme elle est toute belle. Donc, et moi, voilà, les opposés. Donc, on peut vraiment balayer toutes les carnations de couleurs avec notre gamme. On a observé qu'il y avait à peu près plus d'une centaine de carnations de couleurs dans le monde. Sur les peaux colorées, je crois... Alors, ça varie. Hein. Il y a des gens qui disent 32, d'autres 37, d'autres 40. Donc, on va dire à peu près une trentaine. Et effectivement, nous, avec notre gamme, on est capable de répondre à toute cette palette de couleurs. D'accord. Dans Lucie Laurent, vous qui êtes chargée de marketing, on disait tout à l'heure que le tarif est carrément la moitié de vos concurrents à 17 euros. Alors, qu'est-ce qui coûte 17 euros? Alors, on est sur, en fait, toute la gamme de fond de teint. On a une gamme de fond de teint qui, en fait, répond à toutes les couleurs de peau, c'est ce que Maï vous expliquait, mais aussi à toutes les textures de peau, parce que il existe des peaux sèches, des peaux grasses, des peaux matures ou des peaux jeunes. Donc, avec ces 4 textures qui sont la mousse, le fluide, la crème et le stick, et qui sont donc à 17,90 € sur les points de vente, et ben on peut vraiment maquiller toutes les personnes, de la très blanche à la plus foncée. Voilà, c'est une volonté de Bicolor. Ici, pour compléter le maquillage, on a des poudres compactes qui, elles, sont à 15,90 €. Voilà. Oui. Et encore une fois, c'est des tarifs vraiment accessibles à nos concurrents. C'est cette volonté-là
de laisser à vraiment toutes les femmes la possibilité de se maquiller, d'avoir un maquillage complet avec des produits de qualité pour un prix qui soit accessible. Parce que en achetant un fond de teint et une poudre, on a enfin un teint qui est beau, qui est frais, qui est lumineux, parce que c'est souvent la problématique. Pour le prix d'un fond de teint uniquement chez d'autres marques. Voilà. Ah d'accord. À ce tarif, moi je suis sûre qu'il y a toujours des gens qui cherchent des petites... ils vont se demander mais pourquoi si, c'est un tarif promotionnel ou bien c'est comme ça. C'est comme ça tout le temps. D'abord, je vous dis, c'est vraiment la philosophie de la marque. Donc, peut-être qu'il y a d'autres marques qui vont faire des marges plus importantes. Nous, on a décidé vraiment, dans notre positionnement, d'avoir ça. Et ensuite, c'est aussi sur le packaging, c'est-à-dire qu'on est sur des packaging carton qui coûtent moins cher que d'autres packaging qui sont beaucoup plus élaborés, mais ça ne renie pas la qualité. Quoique le prix du carton a doublé. Voilà, exactement. Donc, au départ, c'était valable il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça l'est pas mais forcément. On négocie les prix avec nos fournisseurs, c'est aussi ça. C'est super, c'est accessible à tous. Et puis, c'est une marque contemporaine, c'est une marque ludique. Aujourd'hui, moi, les marques comme Black Up, Fashion Fair, Iman, moi j'ai travaillé pour Iman, sont de très belles marques. Oui, j'ai travaillé pour Iman, sont de très belles marques, très beau packaging. Ce qu'ils font, ils le font bien. C'est inintéressant finalement de faire tous la même chose. L'objectif aujourd'hui, quand vous allez sur les marques pour les peaux claires, vous allez passer du Chanel au Bourjois, d'ailleurs c'est la même société, vous allez avoir des marques comme Benefit, qui sont des marques très fun, dans l'air du temps, avec des packaging un peu différents. Nous, on a voulu en fait avoir un produit qui soit qualitatif, mais aussi sur une notion de plaisir. Un produit un peu, le petit gadget, le petit produit astuce, et puis surtout, le packaging aujourd'hui est très bien parce que quand vous faites tomber la poudre, elle ne se casse pas. Par exemple, ça c'est un souci qu'on va avoir quand vous venez d'acheter votre fond de teint à 40 €, votre poudre et qu'elle tombe et elle casse en miettes. 40 €, on m'a pleuré. Là aujourd'hui vous pouvez y aller, vous pouvez mettre par terre, vous pouvez tester, vous pouvez lâcher, ça ne se casse pas, c'est pratique, c'est ludique, ça se range dans le sac rapidement, facilement. Comme ça, tout petit, tout beau, ça se range dans le sac. Génial. Donc là c'est d'autres références qui sont le all-over et les bases lèvres. Les fards à paupières sont aussi conditionnés dans ce type de packaging. Et voilà, c'est vrai que c'est sympa, on sort son petit produit comme ça, on l'a dans son sac, on le transporte, on peut le faire tomber, ça casse pas. Il s'ouvre pas dans le sac. Il s'ouvre pas dans le sac parce qu'on a une fermeture qui est aimantée. On avait cette volonté aussi de se distinguer de la concurrence et je pense qu'on a réussi par les produits, par le positionnement, les prix et puis par le packaging. Mais à ce tarif-là, où est-ce que toutes les jeunes filles qui regardent, parce qu'à ce tarif, je suis sûre que vous aurez beaucoup de clientes, où est-ce qu'on peut se procurer des produits Bicolor? On a la liste de tous nos points de vente sur notre site internet, www.bicolorparis.com. Et puis, donc c'est ce que vous disait Maï aussi, c'est qu'en ce moment, on entre dans une phase où on prend un nouveau type de distribution, c'est-à-dire qu'on va développer la vente directe. Donc c'est le principe en fait qui est très connu. C'est une marque par exemple qui est à l'initiative, c'est la marque Tupperware qui fonctionne comme ça, ou avant en termes de cosmétiques. C'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu en France, ça marche de plus en plus, mais vraiment aux États-Unis, en Allemagne, c'est un type de distribution qui est hyper connu, hyper répandu. Et c'est ce que expliquait Maï tout à l'heure, c'est qu'on pense que dans le type de population qu'on touche majoritairement, qui a un fonctionnement très communautaire, c'est une distribution qui va fonctionner pour nous. Donc, on lance un vrai appel aux consommatrices, c'est de se manifester auprès de nous parce que on recherche des ambassadrices en fait, qui pourront pas commercialiser, mais vendre les produits Bicolor auprès de leurs amis, etc. D'accord. Comment ça va se passer? Vendre comment? Dans la culture, moi je vois quand je vais chez ma tante, elle a toujours des produits qui viennent de Dubaï, de je sais pas quoi. On se pose là tout autour et puis on achète les produits. C'est culturel, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, les bijoux. On est les bijoux, on les achète souvent dans des réseaux de VDI. Donc, on pense qu'effectivement, c'est un réseau qui va fonctionner. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on vend du tissu dans nos réseaux, on vend des bijoux, on va vendre du parfum, mais on ne vend pas de maquillage. En tout cas, pas un maquillage ciblé. Il n'y a pas de marque de maquillage dit ethnique, parce qu'en France, c'est vrai qu'on aime bien nous placer dans des cases qui utilisent ce mode de distribution. Donc, on a envie de le tenter. On a commencé à le mettre en place et on a des résultats plutôt significatifs. Donc, on est assez contents. Un message à toutes les jeunes qui ne connaissent pas encore Bicolor, avec ce tarif-là, je suis qu'il y en a beaucoup qui seront intéressés. Un message pour les convaincre, pour les rassurer, en fait, surtout. Moi, le message que j'ai envie de passer, c'est...
Pourquoi j'ai adhéré aussi à la ligne de maquillage, c'est que j'étais une grande consommatrice de maquillage. J'allais chez Sephora, j'allais acheter mes produits. Il y avait une seule marque, c'était Iman. Donc on arrivait devant le stand, on n'avait pas de conseils, personne pour nous prodiguer des conseils, on ne trouvait pas les produits. Finalement, quand on achetait un fond de teint, on n'était jamais satisfaite. On arrivait chez nous, alors sur le coup, on nous maquillait avec les lumières, c'était parfait, mais dès qu'on arrivait chez nous, on se rendait compte que c'était pas la bonne teinte. On n'avait pas de professionnels qui étaient en mesure de nous prodiguer de bons conseils. Parce qu'il faut savoir quand même que nous sommes des surconsommatrices, qu'on a un panier beauté qui est de 180 € minimum par mois, donc c'est quand même pas rien. Et effectivement, si les jeunes femmes aujourd'hui cherchent une marque de maquillage qui va révéler, illuminer leur teint, c'est Bicolor. Si elles cherchent une ligne de maquillage qui va être attractive dans les valeurs aussi qu'elle défend, c'est Bicolor. Si elle cherche aussi une ligne de maquillage avec un prix attractif, parce que 40 € dans un fond de teint, tout le monde n'a pas forcément les moyens, c'est Bicolor. Et puis c'est une marque, comme je le disais tout à l'heure, qui est très très qualitative. Les textures sont extrêmement fines, elles sont dénuées d'huile, dénuées de parfum. Moi je suis aussi maquilleuse professionnelle et je peux vous dire que l'huile et le parfum c'est très mauvais sur les peaux colorées. Ça favorise les taches. On savait pas ça. Voilà, ça favorise les taches. En plus. Et vous savez qu'une tache sur une peau colorée, c'est un peu la misère parce qu'on a du mal à s'en défaire. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui a une peau extrêmement fragile, qui fait beaucoup d'eczéma. Depuis que j'utilise cette gamme de maquillage de teint, en tout cas, j'ai plus de problème et j'ai enfin trouvé un produit qui révèle ma couleur de peau. Donc voilà. Donc je pense que toutes les filles aujourd'hui sont en recherche d'un produit comme ça et donc c'est Bicolor. La réponse est Bicolor. La preuve, regardez-vous, aujourd'hui vous êtes maquillée avec les produits. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est bien. Voilà. C'est les spectateurs qui diront, qui sauront apprécier. Vous avez un teint qui est très naturel, lumineux. On a pile la bonne carnation de couleurs. Vous êtes contente parce que vous êtes une femme naturelle. Et aujourd'hui, on vous a fait un maquillage qui fait ressortir votre beauté sans vous transformer. Voilà. Merci. Voilà. Nous allons bientôt nous dire au revoir. Ok. Parce qu'on va aller retrouver Imana ici qui nous attend, que vous connaissez peut-être. Vous lui transmettrez mes amitiés. Oui, je les connais. On a travaillé un petit peu ensemble. Notamment, moi, j'ai travaillé un petit peu pour L'Oréal Misani. Et Iman a fait le défilé de L'Oréal Misani. C'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré. C'est un styliste que j'adore. J'aime son travail. Et puis, j'aime beaucoup sa personnalité. Et ça fait longtemps que j'ai pas de ses nouvelles. Donc, vous lui transmettrez mes amitiés. J'espère que tout va bien pour lui. D'accord. Voilà. Mais on a une particularité, c'est de dire au revoir en langue maternelle. Ah, ça c'est un gros piège. Et Vu que j'ai plusieurs ethnies, si je le dis en bambara, mon père va se fâcher. Si je le dis les deux. Un dernier mot aussi peut-être. Moi, avant son message en langue maternelle. Non, c'est ça, c'est l'idée de rendre le monde plus coloré. Je crois qu'on le démontre chez Bicolor, on est une équipe qui est pluriethnique. Voilà, on a les deux extrêmes. On a d'autres personnes qui se placent à l'intermédiaire de nos carnations de peau. Voilà, je crois que c'est vraiment ça. C'est l'idée d'arrêter de créer des comme ça, des ghettos, des groupes. On se revendique comme une marque pour toutes les couleurs de peau et pas seulement comme une marque ethnique. Donc moi j'appelle les jeunes filles claires comme moi aussi à acheter des produits Bicolor. Elles trouveront leur teinte, qu'elles ne s'inquiètent pas. Voilà. D'accord. Alors chez moi, quand on dit au revoir et bonjour, on dit salam. Donc c'est salam. En bambara? C'est musulman. D'accord. Et moi je suis, étant donné que j'ai plusieurs ethnies, mais j'ai une religion, donc je vais dire salam à tout le monde. D'accord, voilà. Salam. Ça veut dire au revoir. Voilà. Ok. Merci Maï Traoré. Au revoir. Imana ici, styliste de renommée africaine. Imana a plusieurs casquettes. Danseur, mannequin, styliste et auteur de 2 ouvrages. La quarantaine révolue, derrière sa timidité se cache un professionnel aux doigts d'or qui confectionne de superbes tenues. Très apprécié pour son travail. Merci et ma récompense c'est son travail. Ce qu'il fait comme travail c'est ma récompense, c'est le prix. Le prix de tout ce que j'ai pensé de lui et tout ce que j'ai fait pour qu'il avance, c'est ça qui est ma récompense. C'était magnifique, portable, absolument féminin, tout ce que j'aime. De la première à la dernière, j'adore. Iman a déjà habillé plusieurs top modèles africains.
Originaire du Cameroun, Imane Aissi veut à travers cette tenue valoriser encore plus le continent africain sur le plan international. Bonjour Imane Aissi. Bonjour Hortense. Bienvenue dans Bengue. Merci. Alors vous êtes danseur, mannequin, styliste et aussi écrivain, on peut dire, puisque vous êtes l'auteur de 2 livres, 2 ouvrages. Tout ça, c'est vous, en fait. Je vous laisse vous présenter un peu plus aux téléspectateurs. Oui, merci Hortense et pour l'émission Bengue qui m'accueille. Tout l'honneur est pour moi. Donc, je suis Imane Aissi, tout simplement artiste. Puisque comme j'ai fait du mannequinat, j'ai été danseur et chorégraphe, je suis styliste et j'écris. Plusieurs casquettes. Ouais, si on peut le dire. C'est facile de gérer plusieurs casquettes comme ça en même temps. Je crois que c'est question d'organisation. Il faut s'organiser et puis quand on a la chance de pouvoir exprimer plusieurs choses, pourquoi pas. Justement, on a recueilli des impressions sur vous, votre personne, votre travail et sur le métier du stylisme en général, notamment les stylistes africains, qu'on va regarder tous ensemble et c'est le micro-trottoir. Est-ce que vous connaissez Imane Aissi? Non, je ne connais pas Imane Aissi, mais je connais Sayoubi, Oumoussi et Djouma Aidara à Dakar. Le styliste Imane Aissi, je ne connais pas. Paraît-il, c'est un grand styliste. En fait, je ne m'y connais pas beaucoup et justement, je trouve ça dommage parce que je pense qu'en Afrique, il doit y avoir beaucoup de créateurs et aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup de beaux modèles qu'on pourrait avoir aussi en Europe. Et je trouve ça dommage de ne pas connaître assez, mais de ce que je connais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la mode africaine, des stylistes africains? Ils font bien, j'ai vu certains couturiers comme Alfadi, Pateo. Ils prennent les tissus africains, vous connaissez Wooding Côte d'Ivoire. Oui, ils prennent Wooding, ils font un modèle un peu européen. C'est bien, moi j'aime bien le style, la manière de faire. Ça change tout le temps des boubous, des foulards, c'est bien. Quand c'est bien imité, bien fait. J'ai vu des robes de mariée en tenue africaine, c'était franchement très beau. Je trouve que c'est une mode très colorée. Donc j'aime beaucoup les tissus africains, les tissus africains et les coupes, les robes, voilà, les formes. Parce qu'ils montrent un peu notre culture, des boubous qui viennent de l'Afrique. Donc c'est bien. Donc on les voit défiler ici, donc ça nous fait rappeler notre pays. Un homme élégant, il est une fois dans toute sa vie. Et je pense que les gens qui savent s'habiller, ils ne regardent pas parce que moi je porte par exemple c'est du Yves Saint Laurent ou bien c'est du Coco Chanel ou bien c'est des griffes. Mais avant tout, il faut porter parce que ça te va. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir identifier ton corps, savoir ce qui te va. J'apprécie quand c'est un modèle de traditionnel et de moderne. J'apprécie quand c'est un modèle, un mélange en fait de différentes cultures. Donc, par exemple, c'est un mélange de modèles par exemple camerounais, par exemple de motifs camerounais avec des motifs ivoiriens. Je trouve que ça peut être toujours très intéressant. Quel message aurez-vous à adresser aux stylistes africains? Qu'ils continuent et qu'ils se fassent connaître. Je leur dirais de continuer le combat, c'est-à-dire de toujours en fait, plus se faire connaître leur création, ne pas hésiter au niveau de la créativité non plus, ne pas hésiter à faire des folies s'ils en ont envie, ça peut plaire dans tous les cas. Il ne faut pas essayer de copier ce que Yves Saint Laurent a fait. D'ailleurs, je pense que c'est la différence entre Yves Saint Laurent qui a marqué l'histoire de la mode et les stylistes comme Tom Ford, Marc Jacobs, parce qu'ils n'ont pas su apporter quelque chose de nouveau au niveau de la mode. Ce qui fait que les gens comme Yves Saint Laurent, Coco Chanel, ils ont imprégné le style, tu vois. Voilà. Mais eux, les Tom Ford, les Marc Jacobs et nos stylistes africains, ils essaient de remixer ce qui déjà s'était fait les années 70. Donc je pense que ça sera très important de réfléchir sur ça et d'apporter quelque chose de nouveau qui va faire que tu peux avoir ta place au niveau des grands en fait. Voilà, un message, il faut continuer, il ne faut pas laisser la faire parce que c'est important qu'on vit ici et puis voir nos confrères aussi faire des belles choses
Donc, ça montre que maintenant, tout évolue. C'est vrai que c'est dur, hein, la mode. C'est dur de comparer Africains et Européens, mais s'ils peuvent persévérer, créer des tuyaux plus chics, quoi. Un modèle africain serait bien. Vos impressions, Iman, après ce que vous venez de voir? Ouais, c'est encourageant, c'est touchant, parce que ça montre qu'il y a des gens qui nous suivent et qui peuvent aussi donner leur point de vue, quoi. Quand on crée pour un public aussi. Donc aujourd'hui, il faut dire que l'Afrique est concernée par cette ouverture vers le futur, le monde qui s'ouvre. Et c'est important d'écouter tous ces gens qui ont un certain regard par rapport à ce qu'on fait, quoi. Voilà. On va commencer par la danse, puisque vous avez plusieurs casquettes. Danseur, vous êtes danseur professionnel. Oui. Et vous pratiquez encore la danse? Vous continuez à pratiquer la danse? Oui, quand je peux, je danse. Et il faut dire que je suis né dans la danse, parce que dans ma famille, c'était plus qu'une tradition. Donc, après la troupe familiale au Cameroun... Avec Aïssi Leduc, votre frère, Chantal aussi, votre sœur. Exact. Et les ballets nationaux du Cameroun. Et après, j'ai intégré d'autres troupes de danse de pays africains. Avec plusieurs chorégraphes aussi, comme Nabou Diop de Touré-Kunda, comme Georges Mamboy, il est plutôt de la Côte d'Ivoire, qui travaille sur Paris. Et beaucoup d'autres, je ne peux pas citer tout le monde. Et aussi, à un moment donné, j'ai collaboré aussi avec d'autres chanteurs pour obtenir des rôles dans les clips, comme le clip de Mylène Farmer, de Sting, tout ça. Donc voilà. Après la danse, c'est le mannequinat. Oui. Est-ce que vous défilez encore ou alors vous faites juste défiler les autres, puisque vous êtes styliste maintenant aussi? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir regarder certaines choses avec un certain recul. J'ai fait le mannequinat pendant 12 ans. 12 ans 12 ans de carrière. Et je me suis battu comme il fallait. J'ai essayé d'être là où il fallait être. Et puis, ça n'a pas été évident. Donc aujourd'hui, oui, j'ai fait encore beaucoup de photos, quelques campagnes publicitaires, mais j'ai autre chose à faire maintenant. Vous mettez plutôt les autres en valeur. Exactement. Je suis presque passé de l'autre côté du rideau. Comme votre protégée qui est là. Kiné Diouf, qui est une jeune Sénégalaise qui est devenue top modèle aujourd'hui. D'accord. Et je suis très fier d'elle parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est moi qui l'ai tendu la main quand elle est arrivée à Paris. Elle a fait une carrière très intéressante. D'accord. Il apporte un beau modèle de Iman ici. Merci. On peut voir. De travailler pour Iman. Je fais sa connaissance, ça fait 6 ans maintenant. 6 ans, c'est beaucoup. Hein? Quand je suis arrivée à Paris nouvellement, il me dit oui, je pense que tu peux travailler. J'ai dit en bon, oui, je pense. Et effectivement, il avait raison parce que 2 ans après, j'étais sur tous les podiums, Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier. Et je suis vraiment contente et merci à Iman encore. D'accord, on va plus voir la robe, si c'est possible. Alors la robe maintient le bustier, il s'ouvre un peu, je sais pas si je peux me permettre. Alors c'est une robe qui fait partie de la collection Printemps Satan. Le printemps Satan. Donc, il faut dire que toutes mes collections, ça marche par thème. Ah oui. Donc, j'ai choisi toujours des titres assez parlants, des titres qui, pour moi, c'est une manière de rendre hommage à l'Afrique et de montrer que l'Afrique a de belles histoires. Il n'y a pas que la guerre ou des maladies en Afrique. Mais le Satan, là, donc, le Satan, c'était juste pour dire que... un côté mauvais, un côté de Dieu, par exemple. Le Satan, juste pour dire que dans l'humanité, quand on vit dans le quotidien, il y a le mal et le bien. D'accord. Donc, pourquoi on a tellement peur de prononcer le mot de Satan? Si on parle de Dieu, si on parle du bien, on ne peut pas parler du bien sans le mal. Okay. Aussi. Donc, cette robe qui est un bustier, très ouvert, très chantré, drapé. C'est un peu style empire en même temps, avec beaucoup de volume en bas, en taffetas irisé. Donc, voilà. Merci, Kiné. Donc, je tiens à dire qu'aujourd'hui, le métier de mannequinat, il y a énormément d'appels, beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, mais très peu d'élus. Quand on veut se lancer dans le mannequinat, il faut donner son temps. Je crois que la mode, c'est une question
de connaissances, c'est une manière d'être. Donc, c'est un métier. C'est un métier très sérieux. Oui. Le métier de mannequinat, c'est un peu c'est dans votre famille, puisque votre mère était aussi mannequin élue Miss Afrique, c'est Miss Cameroun. Miss Cameroun en 1960. Ouais. C'est elle qui vous a donné envie d'exercer ce métier? Ouais, je ne pourrais pas dire non, oui. Je crois que ma mère, c'était une très belle poupée dans la famille. C'est bien dit, ça, belle poupée. Ouais, et c'était bizarre, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que c'est une poupée, une fée qu'on a amenée d'ailleurs et on a placée chez nous. Parfois, je n'arrivais pas à croire que c'était ma maman. Je crois je me suis beaucoup inspiré d'elle. Donc le mannequinat, je crois que comme elle était la belle pièce dans la maison, donc elle s'habillait très bien. C'est quelqu'un qui savait très bien se tenir, qui savait très bien porter des robes, certaines choses, même les choses les plus simples, tellement elle les portait bien que je crois que ça m'a énormément marqué. Et je crois que c'est parti de là aussi. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a quelqu'un qui expliquait un peu, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre styliste et créateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, il faut savoir que dans le monde de la mode, et quand on dit la mode déjà, la mode ne s'arrête pas qu'aux vêtements. La mode, c'est tout ce qui nous accompagne l'être humain dans son quotidien. C'est l'architecture, c'est l'ameublement, c'est le design des voitures, c'est les vêtements, c'est les sacs, c'est les chaussures, c'est la coiffure. Donc, après, on va plutôt se diriger vers le fashion, le vêtement. Dans les vêtements, il y a les stylistes, les créateurs, les couturiers, les modélistes. Parce que styliste, c'est pas couturier? Comment dire, il y a un peu de différence. Ah, d'accord. Parfois, un styliste, ça peut être que celui qui donne les coups de crayon sur des papiers, du dessin. Et après, on va passer à l'étape suivante. Donc, chez les monteurs, les mécaniciens, c'est ceux qui vont couper. Parce que parfois, ceux qui coupent, qui sont dans les ateliers qui coupent, le patronnier, c'est pas forcément qu'il va dessiner. Le créateur de mode, c'est plutôt celui qui donne les idées. D'accord, il ne dessine pas. Il peut aussi dessiner, mais il y a plusieurs branches à l'intérieur. Donc en fait, ça part du créateur, après le styliste dessine, et après... Et les modélistes, ceux qui font des patrons, tout ça, et puis les monteurs, ce qu'on appelle les mécaniciens, tout ça. D'accord, je pense que c'est plus explicite maintenant pour ceux qui se posent la question. Justement, en parlant de stylisme, vous êtes un styliste professionnel et très de renommée africaine. Vous venez d'ailleurs d'être élu parmi les 100 designers. Félicitations d'abord. Merci. Merci. Que représente pour vous cette distinction? Je crois que c'est très encourageant. C'est aussi beaucoup d'années de travail. Donc, ce qui montre que il ne faut pas être pressé. Parce que à peine on sème le maïs, on ne peut pas manger ce maïs qu'on vient de s'aimer en 2 jours. Il faut quand même que le maïs doit pousser, grandir et puis donner le fruit du maïs et puis le cueillir au bon moment, à partir du moment qu'il est bien mûr, quoi. Donc, ça prend le temps que ça peut prendre à un moment donné. Si on bosse bien, si on travaille bien, si on a bien fait ses recherches, tout ça, la reconnaissance, on n'est pas pressé. Ça viendra quand ça vient. Moi, je n'ai jamais couru derrière la reconnaissance. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler. Mais c'est quand même bien d'avoir une reconnaissance. Bien sûr, c'est encourageant. C'est encourageant. Mais il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. En tout cas, félicitations. Et on va célébrer cette distinction en musique avec un clip d'une jeune chanteuse de Bikotsi, qui est votre musique traditionnelle de chez vous, vous connaissez très bien. Et c'est Régine Pierret qui chante Belle-Mère. Bente kamlup betuangu benyinga hanu bakwabema masile silina yimenga ko konkur masile silina yimenga ke bo konkura mi tobo kala mi bali se bongwan mi bale ba belle-mère oye mi tobo kala belle-mère oye
me rappelle ce beau clip de Régine Pierry. Merci Régine. Vous êtes aussi écrivain, hein, on peut le dire. Oh oui. 2 livres à votre actif. Le premier paru en 2006. Milan Mingoré. Histoire du soir. D'accord. Et le deuxième, Le silence du masque. D'accord. On peut avoir un bref résumé de ces 2 œuvres? Oui, pourquoi les contes? Parce que je trouve que les contes, c'est quelque chose on peut se permettre beaucoup de choses. Et c'est aussi une manière de peut-être d'éduquer, de revenir sur l'Afrique de l'ancienne époque et de projeter cette Afrique-là vers le futur. Le futur peut-être qu'on ne connaît pas. Donc de sublimer certaines histoires, de les diaboliser en même temps de mettre les faits là où les faits ne s'attendent pas. Il y a de tout, donc vraiment des petites histoires fantastiques et cruelles en même temps. Et en même temps, quand j'ai écrit d'une manière très imagée, dans un français très très simple. Et de temps en temps, je souligne certains passages avec les mots Ewondo, qui est ma langue natale. Et pourquoi ma langue natale? Parce qu'il me dit les langues africaines sont très belles, qui sont en voie de disparition aujourd'hui. Donc je crois que même si on parle le français ou l'anglais, les langues internationales, il ne faut pas qu'on oublie nos langues natales, parce que c'est très important, c'est notre histoire. Donc, ok. On revient sur votre métier actuel, puisque vous en avez plusieurs, le stylisme. Alors, comment se porte la mode africaine? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça va? Ouais, déjà, la mode africaine, j'ai souvent du mal par ce titre, la mode africaine, parce que parfois, il y a certaines qui le disent, hein, la mode africaine ou les créateurs africains pour coller des étiquettes. Si c'est de ce côté-là, j'ai dit non, un créateur égale un créateur. Universel. Et c'est universel, comme la culture. Donc, si c'est pour définir d'où viennent les acteurs de la mode, ça oui. Hein. Donc, la mode africaine aujourd'hui, je crois qu'elle se porte bien, mais il y a beaucoup de difficultés encore. Il faut dire qu'en Afrique, chez nous, les choses ne sont pas encore bien implantées. Il n'y a pas de structure, tout ça, mais il y a des gens qui se battent. Comme on a pu voir avec Colesso Ardo, avec son festival Siravision, comme Alfadi aussi avec FIMA. Il y a beaucoup les gens se battent pour essayer de faire avancer les choses. Au niveau international, c'est à nous de prendre la parole au niveau international. Parce que si on attend qu'on va nous passer la parole, on va attendre très longtemps. Parce que les créateurs ou certaines grosses maisons de luxe, quand ils s'inspirent de l'Afrique, ils ne demandent pas, parce que, et je suis tout à fait d'accord, parce que la culture n'a pas de frontières. Oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant aussi. Aujourd'hui, j'ai créé certaines robes qui sont très, très, très contemporains, qui n'ont parfois rien à y voir avec l'Afrique. C'est ça aussi. Mais il faut que les Africains doivent se dire aujourd'hui qu'il y a des créateurs africains, des créateurs d'origine des pays africains qui ont énormément de talent, qui peuvent faire aussi comme toutes ces grosses maisons. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas faire de la publicité gratuite. Donc, il faut juste les faire confiance, les encourager. Alors, vous venez de présenter, vous avez 2 nouvelles collections. Vaudou, qui était... Alors, le Vaudou Mode. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais me répéter. Ça me fait peur. Comme je disais tout à l'heure, je vais me répéter. À chaque fois que j'ai fait une collection, c'est un chemin que j'ai choisi. J'ai fait une collection toujours thématique. Ça me permet de parler d'où je viens. Des richesses africaines, des richesses du Cameroun, de créer mes histoires, et puis les gens viennent. Il n'y a pas que la collection qui défile, il y a toute une histoire, toute une thématique derrière. Donc le Vaudou Mood, Vaudou c'était une manière, Vaudou Mood, j'ai choisi Vaudou parce que c'est un des rites les plus connus en Afrique. Il y a d'autres comme Bissim, il y a tout un tas. C'est pas un peu mystique, Vaudou? Un tout petit peu, mais j'ai voulu montrer le Vaudou déjà pour rendre hommage à tous les rites africains qui sont appelés aujourd'hui, entre guillemets, les gris-gris. Donc c'était aussi une manière, par le même titre de la collection Vaudou Mood, pour montrer le savoir-faire des Africains. Avec très peu de choses, les Africains arrivent à faire des choses incroyables. Donc j'avais choisi de travailler sur deux tons de tissu, donc de l'écru, couleur crème et du noir. On va voir ça après dans votre...
Non, elle n'est pas là, le pas là, de mode. Il y a juste Fashion Ghost qui est en place là. Donc l'idée c'était de faire à partir de ce tissu qui s'appelle le bambou, un tissu qui n'a rien de noble, très simple, de faire vraiment des robes gigantesques, des œuvres d'art, comme on a l'habitude de faire dans la couture. Et une manière de montrer que l'Afrique est debout. L'Afrique n'est pas morte, l'Afrique est debout. Les Africains ont le savoir-faire. Et je l'ai présenté à Rome. Super. Ça a été très bien accueilli. D'accord. Et donc, Fashion Ghost, qui est plutôt la deuxième qui est printemps-été, la collection printemps-été. Et là, je me pose plutôt la question, Fashion Ghost, donc c'est les fantômes de la mode. Je me pose la question, est-ce que la mode, elle est morte ou elle vit encore? Mais je pense qu'elle est morte et c'est son fantôme qui continue à nous faire des farces. Wow, vous me faites peur là. Vous avez un côté très mystique. Hein? Exactement. Ça donne un peu la chair de poule. Donc la suite ici, c'est Fashion Ghost. Donc la suite, c'est Fashion Ghost, qui est la collection printemps-été 2010, qui est fait en total bio. Total bio. Bio coton. D'accord. J'ai été entouré de très belles femmes, des mannequins comme Katusha, comme Rebecca Yoko, comme Mounia, Kiné et plein d'autres. Je crois que c'est important de les écouter parce que c'est des femmes qui connaissent bien le vêtement. Oui, en plus, c'est elles qui portent les tenues. Et quand on habille une femme, il faut la respecter, il faut la connaître, il faut l'écouter. Oui. Exactement. On va regarder quelques robes pour voir un peu. Vas-y. Ça, c'est une robe? Et ça, c'est une robe qui est faite tout en bande et tressée. Et l'idée, c'est un peu le côté momie. Les momies d'Égypte. Oui. Donc, en même temps, on retrouve aussi cette manière de tresser dans l'Afrique ancienne par rapport au bagage quand on voyageait avec la volaille, par exemple, avec l'effet les trucs de palmier, les branches de palmier. Les pailles, on appelle ça les pailles, quelque chose comme ça. Donc, je me suis inspiré de ça. Ensuite, on va prendre le gris. Alors, le gris, c'est plutôt la collection permanente. Donc, c'est un modèle que j'ai conçu. C'est une robe? Ouais. C'est coupé comme mon haut, là. Exactement. Et c'est la fusion entre le boubou et le kimono qui donne ça. Et après, j'ai des pièces... j'ai travaillé aussi des jupes comme ça en patchwork. Et tout ça, c'est quelle matière? Alors, ça, on a de la laine. Ah oui, d'accord. Et du satin. Et là, on a de nouveaux matériaux japonais. Je crois que c'est un mélange si on peut dire, du caoutchouc. Oui. Oui. Ah oui, c'est pas vraiment le cuir, mais c'est plutôt, ça tire vers le caoutchouc. D'accord. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un aspect... Très joli. Et pour se procurer de ces robes, on doit venir ici à l'atelier ou bien il y a d'autres endroits où on peut acheter les tenues d'Imana ici? Ouais, je suis distribué dans quelques boutiques. J'ai des boutiques aux États-Unis qui prennent des pièces, quelques boutiques à Paris. Ici, c'est le showroom, donc tout ce qui est robe de mariée, robe du soir ou certaines pièces, les gens peuvent passer ici directement, faire leur commande. Et j'y suis exposé aux Galeries Lafayette de Berlin pendant un mois et demi. Et puis après, on verra si ça va se répéter. C'est déjà ça, quoi. Et ici à Paris, c'est sur Internet? C'est sur Internet ou alors les gens passent directement dans le showroom ici. D'accord. C'est quand les prochains défilés? Alors, je n'ose pas m'annoncer pour les dates, parce que toujours ça reste... Très bientôt. Elle sera là. Elle sera là, évidemment. Exact. En même temps, comme ça reste très professionnel, les défilés et tout ça, donc parfois on ne dit pas les dates à l'avance. Oui. Comme c'est pas un spectacle ouvert au grand public. Ah, d'accord. C'est plutôt... Et en Afrique aussi, vous battez très souvent en Afrique? Oui, je vais en Afrique pour participer à pas mal d'événements, des festivals, pour faire avancer les choses. C'est à nous-mêmes d'aller soutenir. Parce que c'est bien, c'est une bonne idée aussi de s'adresser à la clientèle.
Vous êtes aux États-Unis? Moi, je vis à New York maintenant, ça fait 2 ans. D'accord. Et vous allez aller présenter les collections à New York aussi? Ça, c'est... on va voir. J'étais à Chicago la saison dernière. J'ai présenté à Chicago dans un show collectif avec une amie créatrice qui est bien installée à Chicago, tout ça, qui m'a invité. Donc voilà, et puis New York, on a des idées, et puis on va voir. Par exemple, oui, pour le Rise Magazine, oui, peut-être que... Pour le Rise Magazine? Oui. D'accord. Il présente une collection durant la Fashion Week à New York, peut-être 3 ou 4 designers africains. Donc peut-être ça sera intéressant aussi de voir. Alors Iman, quelle est la tenue que vous pouvez me conseiller? Alors, 3 choix. Moi, je dirais, ça pourrait être ça. D'accord. Par exemple, il y a... je vous laisse aussi décider. Hein. Oui, je vous envoie ce que... Ça, déjà, c'est très joli. Il faut qu'on regarde ensemble. Donc, il y a ça. J'aime beaucoup ça aussi. Ah oui, ça va même un peu comme en haut. Ça, j'aime beaucoup. Oui. D'accord. C'est très joli, je pense que ça aussi, ça peut bien vous aller. Exact. Et en troisième, j'aime bien ça. Moi, j'aime ce qui cintre. Ça? J'aime ce qui cintre, ça ou ça. Alors, je mets lesquels avec mes chaussures? Alors, on va oublier les chaussures. Hein. Donc, comme on n'a pas des chaussures blanches, mais on va faire comme si on a des chaussures blanches. Et quoi, commence avec peut-être ça, avec les chaussures. Plutôt ça. Bon, d'accord. C'est ça. Ben, je vais aller mettre ça alors. Ok. Comme ça, on va voir. Alors, j'ai été transformée par Iman. Très belle robe que j'aime beaucoup. Voilà, tu la portes très bien. Merci. Donc, on va se dire au revoir. Kiné nous rejoint pour la fin. On se met, comme la particularité de Mbengue l'exige, en langue maternelle. En Wolof pour vous? En Wolof. D'accord. Oui. Wa na ngeen def sama xarit yi ki Kiné Diouf la léegi maa ngi dëkk New York maa ngi fi ak Imana ici sama xarit Bakken donc maa ngi leen di nuyu di leen gërëm Kiné Diouf pareil. Merci. Et qu'est-ce que ça signifie en français? Traduction, une petite traduction. Traduction. Je disais salut public et voilà, je suis avec mon ami Imana ici à Paris. On parle de sa nouvelle collection et voilà. Merci. Que c'est magnifique et c'est pour toutes les femmes du monde et voilà. D'accord. Merci. Merci. À vous, Iman. Merci. Mbambamos, maso Camerouni c'est Afrique c'est nam Afrique et Camerouni kusu abungang akiba. Qui signifie? Et borbe sabab émission Mbengue mahemina abungang. Donc ça signifie, il dit bonjour à tous les Camerounais, tous les Africains, et que l'Afrique avance et le Cameroun avance, et tous les gens qui regardent l'émission Mbengue, comme moi. Et je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Pour nous écrire, c'est le même courriel, mbengue-8p@yahoo.fr. Je serai ravie de vous retrouver pour la prochaine édition avec encore plus de belles surprises. D'ici là, ouvrez grand vos yeux.